Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. En ces temps si particuliers de ravissement du monde, de détournement d'évolution, de dénaturation exacerbée du vivant et d'inversion des repères, bref, en ces temps de déroute, il nous faut plus que jamais revenir clairement aux bases et aux mécanismes de la création, et ce, afin de pouvoir adopter une posture adéquate et salutaire qui pourra nous permettre de traverser le plus sereinement possible les épreuves qui nous attendent. Des épreuves ajustées aux besoins de chacun, selon son avancée dans le cheminement de la révélation au soi véritable. Ces épreuves, ces turbulences, nous pouvons les envisager comme des tests, des exercices, destinés non pas à nous plonger dans la souffrance et l'anéantissement, mais plutôt destinés à nous mettre face à une interrogation essentielle nous permettant de savoir si nous sommes suffisamment prêts à relever le défi d'évolution. C'est-à-dire de savoir si nous sommes aptes à franchir le passage qui mène au nouveau monde avec la conscience et la maturité qui s'imposent pour y parvenir. Nous avons bien le temps de nous exercer, mais mieux vaut ne pas trop tergiverser ni nous fermer à cette étape nécessaire et inévitable si nous ne voulons pas être rattrapés par l'obligation, de plus en plus désagréablement pressante, de vivre l'épreuve décisive de la maturité de l'être pour pouvoir enfin la dépasser une bonne fois pour toutes. Car après ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible dans une nurserie qui sera naturellement amenée à disparaître. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, nous devons considérer que notre théâtre extérieur, quand il est agréable et limpide, nous indique que nous sommes parfaitement alignés avec la justesse et la vérité de notre théâtre intérieur épanoui. Il indique que nous nous trouvons à la bonne place, au bon moment, et que nous exprimons entièrement la vibration de notre soi supérieur, situé dans une dimension d'unité en nous-mêmes, par-delà les perturbations astrales duelles de la quatrième dimension. Inversement, notre théâtre intérieur va s'exprimer de façon plus ou moins désagréable dans notre théâtre extérieur pour nous faire prendre conscience de ce qui n'est pas suffisamment intégré, et donc de ce qui est encore dissonant ou susceptible de l'être parce que encore sujet au décentrage et à l'instabilité. Mais cela ne voudra pas forcément signifier que nous serons dans l'erreur pour autant. Ce qui doit être intégré doit l'être totalement, et souvent, nous aurons à vivre dans notre théâtre extérieur une situation déstabilisante qui nous demandera de nous positionner franchement, pour que le choix que nous avons alors à faire puisse nous permettre d'être totalement au clair et en phase avec ce à quoi nous aspirons profondément, tout en étant bien conscients de ce que nous ne voulons ni ne pouvons définitivement plus cautionner dans notre évolution. C'est avant tout par l'engagement acté dans la pratique du quotidien que nous pouvons entériner un état d'être véritable, parfaitement stable et qui plus est, pleinement rayonnant. La compréhension des mécanismes fondamentaux n'est que théorie, et même si elle représente un atout énorme et particulièrement efficace dans la progression du chemin de l'être-té, elle ne pourra jamais remplacer l'intégration par la pratique. Parce que c'est dans l'incarnation et dans les postures consciemment assumées que tout se joue, jusque dans nos cellules, et même jusque dans notre ADN. Ces positionnements entièrement assumés, ces choix essentiels engagés, tiendront finalement de l'évidence, même si, en apparence, ils nous auront demandé un certain courage pour les affirmer, pour les mettre en œuvre et pour les concrétiser. Dans un premier temps, peut-être, ils auront pu susciter de l'incompréhension dans notre entourage, tout comme dans un collectif plus large. Mais justement, toute la gageure aura été de privilégier l'écoute de ce qui devait être, réellement, indépendamment de toutes les influences extérieures. Car le but de ce genre d'exercice aura été de renverser les rapports de pouvoir, d'abord en soi, et ce afin d'en acquérir une maîtrise certaine. C'est en effet à partir de ces positionnements clairs et affirmés que l'on reprend son propre pouvoir intérieur, un pouvoir absolument légitime et juste. Et c'est alors ce pouvoir intérieur qui devient prioritaire et tout-puissant face aux pressions des influences extérieures, quelles qu'elles soient. Les mauvais comme les bons conseils inappropriés, par exemple, pour commencer.
Et que ce pouvoir puisse devenir tout-puissant n'est ni une folie, ni une source de problèmes réels, à partir du moment où ce choix provient du soi supérieur, et qu'il fait fi des passions destructrices de l'astral. Car en fin de compte, seul le soi supérieur, siégeant au sein de l'unité dans la profondeur de notre être, c'est réellement ce qui est idéal, épanouissant et harmonieux. Et de là, lorsque le soi pleinement véritable s'exprime dans toute la légitimité de son droit divin, le théâtre extérieur ne peut que s'incliner face à lui. Il ne peut que s'y conformer, puisque la manifestation extérieure sera toujours la conséquence de ce que nous vibrons initialement. Que nous nous affirmions et que nous nous positionnions clairement face à un théâtre extérieur dissonant est une chose. Que nous nous inscrivions dans la résistance et le combat par rapport à lui en est une autre. Car dans ce second cas, il s'agira d'un positionnement inadapté, car toujours inscrit dans la dualité. Et ce positionnement ne pourra qu'être voué à l'échec. D'abord parce qu'il nous maintiendra décentrés dans un jeu dysfonctionnel dont paradoxalement nous ne voulons plus, un jeu qui ne nous représente pas réellement et qu'il nous faut quitter définitivement. Ensuite, parce que ce qui est attendu de nous précisément, c'est une réponse d'unité qui surpasserait tout de go tout ce qui demeure corrompu, c'est-à-dire ce que l'on appelle la matrice. Un positionnement toujours duel ne peut donc finalement qu'être voué à l'échec, même si une réaction de mobilisation entraînant des postures jugées nobles pourra apporter une apparente victoire. Pour un certain temps seulement, car ce ne sera en réalité que partie remise pour plus tard. Parce que même si la résistance et le combat donnent lieu à une apparente victoire, rien ne sera vraiment résolu, tant que le théâtre intérieur de chacun ne sera pas véritablement réajusté, et l'on pourrait même dire réuni en conscience. Et alors, tôt ou tard, la dissonance, la dualité et l'inconstance du théâtre intérieur ne pourront que s'exprimer à nouveau. La loi de la causalité manifestera à nouveau à l'extérieur, dans une élaboration collective donnée, l'immaturité dysfonctionnelle de nos théâtres intérieurs, qui ne se seront seulement accordés qu'une trêve avant de renouveler l'exercice, dans l'espoir que la réponse pertinente d'unité soit cette fois enfin trouvée. Et c'est parce qu'elle ne l'a pas été jusque-là, en tout cas collectivement, que les cycles infernaux d'expression de cette immaturité dysfonctionnelle se seront répétés, soit en crise, soit en guerre, soit en diverses catastrophes. L'histoire nous aura démontré que tôt ou tard, la dualité se manifestera dans un nouveau déséquilibre, parce qu'une trêve entre les tendances opposées avait seulement été provisoirement établie. Et donc, à partir de là, on ne pourra que constater, à nouveau dans le temps, l'accentuation d'une tendance que l'on avait cru définitivement terrassée, mais qui finira malgré tout par donner lieu à un déséquilibre éclatant. C'est donc ainsi que la tragédie se répète dans ce que nous pensons être une fatalité. Parce que, aussi, nous aurons peut-être fini par adhérer à l'idée immature et faussée que l'homme ne pouvait être fatalement qu'un loup pour l'homme. Comme je l'ai déjà souligné, l'observation des effets n'est pas la compréhension de la cause, loin de là. Une manière bien plus constructive d'aborder la chose sera de se demander pour quelles raisons précises l'homme peut en venir à se transformer en loup. Si vous cherchez désespérément des réponses, vous pourrez certainement en trouver dans les livres en lien sous la vidéo. Vous comprendrez bien que je ne peux pas tout expliquer ici. Être dans la résistance et le combat, c'est vouloir corriger a posteriori, et tant bien que mal, le non-sens manifesté dans le théâtre extérieur, par de vains moyens extérieurs la plupart du temps. C'est exactement le même processus qui se met en place lorsque la médecine vient apporter une réponse, dans l'urgence et selon ses moyens limités, à un déséquilibre avancé. Un déséquilibre qui était intérieur avant tout, et qui aura fini par se manifester. Permettre un soulagement lorsque l'on se retrouve face à la souffrance, c'est incontestablement noble et honorable. Mais si l'on ne s'en tient qu'à cela, c'est également partie remise pour plus tard. D'une manière plus générale, parce que les effets catastrophiques nous contraignent à devoir apporter une réponse dans l'urgence, nous nous concentrons principalement la plupart du temps sur les effets, ce qui nous détourne alors des causes profondes à mettre en lumière, à conscientiser, à réharmoniser puissamment depuis leurs racines, pour que le symptôme cesse définitivement de se manifester. Dans une approche psychologique, l'analyse prétendra réaliser cette mise en lumière libératrice. Mais
Parviendra-t-elle à se donner tous les moyens de remonter véritablement jusqu'à la réelle racine du problème commun à toute l'humanité? C'est une autre question. Mais là n'est pas le sujet. Être résistant et combatif, c'est certes affirmer sa légitimité. La légitimité de sa ligne temporelle ainsi que celle du caractère sacré, inaliénable de son expérience face à un système oppresseur et aliénant qui aura monstrueusement pris corps dans le théâtre extérieur. Mais tant que l'on se définit en résistance et en lutte par rapport à lui, cela implique qu'on lui reconnaît un pouvoir exclusif, même de nuisance, même illégitime. Et surtout, cela veut dire que l'on se définit sur son terrain, et donc qu'on lui appartient en quelque sorte, puisque l'on continue à évoluer dans son jeu, jusqu'à le faire sien. Un jeu des oppositions et de la dualité que l'on continuera d'alimenter, lui donnant toujours plus de force, tout en s'épuisant par la même occasion. En fin de compte, il faudrait plutôt se donner les moyens de s'en déconnecter, de s'en détourner en le sommant de respecter notre choix, et en ne tenant plus compte de lui pour pouvoir se définir enfin tout autrement que par et à travers lui, cette fois selon nos réelles aspirations. Et ce faisant, ne le nourrissant plus de la dualité sur laquelle il fondait entièrement son existence, il en viendrait, et il en viendra assurément, à tarir et à laisser place à la réalité, celle qu'il voilait et usurpait largement, tant qu'il était gonflé de notre assentiment et de nos oppositions. Ainsi, il n'y a pas de réponse à lui offrir, pas de réaction qui pourrait entretenir une lutte perdue d'avance. Surtout parce qu'en attendant, tant que nous restons obnubilés par la manière duelle d'y faire face, nous restons détournés de notre véritable évolution. Il y a juste à revenir à un état d'être souverain, affirmé, en faisant prévaloir son intouchable libre arbitre, ainsi que le laisser-être sacré qui intime le respect absolu de sa propre légitimité, celle de l'expérience harmonieuse qui s'inscrit dans le courant de la vie et de sa vérité, celle que nous entendons réaliser. Et tout cela, par-delà les menaces et les gesticulations d'une manifestation inique et monstrueuse luttant pour sa survie. Tout cela également par-delà la tyrannie provisoire d'une majorité sous influence, une masse malléable devenue impersonnelle, finalement sortie de son humanité et de sa gloire, qui aura puissamment donné corps et longévité à cette manifestation monstrueuse grâce à son énergie, une énergie tant offerte que siphonnée. La résistance et la lutte ne sont donc pas des postures à encourager, aussi nobles puissent-elles être. Elles correspondent à une étape dans l'évolution des consciences, une étape qu'il sera bon de délaisser finalement, car il y a bien mieux à faire. Parce que, même si elle permet le rétablissement d'un équilibre, elle ne représente pourtant pas la solution attendue. Elle ne pourra jamais qu'apporter momentanément un équilibre entre deux tendances opposées, que les uns et les autres catégoriseront subjectivement en deux camps distincts, celui du bien et celui du mal, une certaine vision immature du vivant, engluée dans des croyances subjectives tenaces. Pour pouvoir couper court à la fatale répétition incessante des oppositions et de leurs tiraillements, ce n'est plus un rétablissement de l'équilibre qu'il faudra dorénavant rechercher, mais plutôt celui de l'harmonie dans l'unité, parce que l'harmonie ne génère aucune opposition, aucune dualité. Et cela n'empêche nullement les différences. Chacun doit trouver sa place et vivre l'expérience qui lui convient dans un tout cohérent et respectueux. Donc, plutôt que de fonctionner en résistance à quelque chose et à rechercher à défendre une place qui nous revient de toute manière, le seul état d'être qu'il faudrait viser de toute évidence est celui d'une souveraineté révélée qui prendrait sa place naturellement, fermement et paisiblement. Vous me direz, mais ça n'est pas possible, l'organisation du système et de ses lois fait que l'on ne peut plus s'en désolidariser, sous peine d'y laisser sa vie. Je vous répondrai, oui, mais si plus personne ne tenait compte de ces règles du jeu, que pourrait bien faire ce système sinon perdre en pouvoir et finalement disparaître? Pour parvenir à ce genre de virage salutaire, il est nécessaire de connaître ses droits divins et de ne pas en douter, afin de les faire appliquer pleinement. Le reste ne peut que suivre et s'incliner respectueusement. Le mensonge s'incline toujours face à la puissance de la vérité. Souvenez-vous de cette phrase de Gandhi. Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes,
aucune tyrannie ne peut la servir. Dès lors, il sera prioritaire de s'informer sur la nature des lois divines et d'en tenir compte dans notre rapport au monde et à tout ce qui est en vie. Prioritaire également de définir ce que nous entendons par harmonie, de chercher ce qui nous réunit à travers ce mot, et de nous interroger sérieusement sur les moyens que nous mettrons en place pour parvenir à cet élan fédérateur, pour une évolution naturelle et harmonieuse retrouvée. Pour l'heure, nous avons le choix de la réponse que cet étranglement visible nous invite à toucher du doigt. S'agit-il de résister et de se battre contre un système dénaturé, ou bien de lui échapper en accédant à la toute-puissance de la part invisible qu'il ne connaît pas et surtout qu'il ne pourra jamais contrôler ni asservir? C'est à chacun de se positionner. Et dans le cas où la deuxième réponse sera choisie, c'est à chacun de retrouver en lui l'art et la manière d'inventer son propre chemin d'expression, de le créer en se reconnectant directement à son parfait soi supérieur et non plus en cherchant du secours à l'extérieur. Cela dit, ce que l'on pourra découvrir à l'extérieur, c'est la manifestation d'un travail d'équipe tourné vers un même but collectif, réellement harmonieux. Une équipe aussi bien terrestre que céleste, au sein de laquelle chacun gardera et assumera une place à part entière, la sienne propre. Quoi qu'il en soit, considérons que sur ce chemin inédit de vérité et de réalité retrouvée, nous serons toujours discrètement mais puissamment épaulés, aussi bien par la source de toutes choses que par tous les êtres incorruptibles de l'Alliance siégeant au sein de l'unité. Et soyons certains que ceux-là, tout comme la source elle-même, ne nous auront jamais abandonnés à notre triste sort, quoi que l'on puisse en penser. Bien sûr, il s'agit d'avoir envie de participer spontanément à cet élan évolutif, et de donner l'envie d'y participer, pourvu qu'il soit bien compris. En aucun cas il ne s'agira d'obliger qui que ce soit, ni de sanctionner d'éventuels réfractaires. Il ne s'agirait pas de recréer un énième système totalitaire. Et à propos de réfractaires, il faudra expliquer clairement aux lucifériens et aux satanistes qu'il est grand temps de penser à abandonner la partie, puisqu'elle est sur le point de s'achever définitivement, et que nous nous apprêtons tous, eux compris, à changer de séquence. Car oui, l'illusion prend fin sur la terre. Le jeu se dévoile, et chacun de se rendre compte que tout cela n'était qu'un jeu. Et tout comme les êtres non humains qui se sont retrouvés embarqués dans cette folle aventure, l'humanité se retrouve inévitablement entraînée dans le courant puissant et naturel de la vie, le plus puissant qui soit, et donc celui qui ne pourra que l'emporter. Nous pouvons juste accompagner ce mouvement, suivre ce courant, simplement, joyeusement et en conscience, pour ne pas avoir à souffrir de l'inéluctable transformation qui s'en vient. À bientôt. Prenez soin de vous et surfez joyeusement sur la vague. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.